C'est effectivement très proche et effectivement beaucoup de similitudes et de ressemblances. Et je pense que le premier élément de ressemblance, c'est dans le fondement même de cette lutte qui a amené donc, les Black Panthers à se considérer comme une colonie au sein des États-Unis d'Amérique, donc une colonie noire, une colonie interne. Et ce concept de la colonie interne, la colonie portoricaine, va être repris par les Young Lords. D'ailleurs, je pense que ce serait intéressant, peut-être qu'après tu expliques pourquoi justement tu as mis en sous-titre les Black Panthers Latinos. Il y a des débats, il y a des discussions, et c'est extrêmement intéressant. Ce qui me semble également important dans cette question du statut colonial, c'est bien évidemment le statut colonial même de Porto Rico, donc, qui est très ambigu puisqu'on a effectivement une nationalité sans citoyenneté. Donc on a des portoricains qui, comme les Noirs américains, sont américains mais ont justement cette citoyenneté amputée. Ils ne peuvent pas voter, mais pour d'autres raisons, pour des raisons quasiment constitutionnelles. Donc on a, je dirais, un vice juridique qui est très important concernant le cas de Porto Rico et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Il suffit de voir la manière dont l'île a été traitée au moment du cyclone par Donald Trump et par l'administration américaine depuis très longtemps. Je crois qu'il y a aussi une réflexion très importante sur la manière dont en fait, ce combat politique mené à la fois par les Panthers et par d'autres groupes va réellement ébranler les fondements même de l'idéal démocratique américain. C'est vraiment toute la théorie politique développée par les Panthers, c'est quelque chose qui démolit de la démocratie en Amérique de Tocqueville. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça montre qu'il y a d'autres formes d'organisation politique et que la démocratie américaine, telle qu'elle a été fondée, est une démocratie qui n'est absolument pas soutenable et qui du coup doit être renversée. Donc c'est ce côté, je pense, subversif du point de vue de la théorie politique des Panthers qui va faire, je dirais, école, mais les Panthers seront eux-mêmes hérités d'autres luttes. Et du coup, cette notion, je pense, de transmission générationnelle, elle est très importante. Et la différence, bien évidemment, entre les Noirs américains et les Portoricains, c'est les conditions d'arrivée aux États-Unis, entre guillemets, la construction de ces communautés différentes, les lieux d'implantation, sachant que la dimension insulaire est différente de la dimension continentale, et la dimension caribéenne est extrêmement particulière. Le panafricanisme sur lequel je travaille est né dans la Caraïbe et l'île de Porto Rico est justement un point essentiel. Et donc toutes les questions qui sont liées aux identités politiques et culturelles, aux questions de couleur. Donc effectivement, on a des portoricains qui vont du blanc-blanc au noir-noir. Les questions de langue, donc parler anglais, parler espagnol. Donc on a bien vu quand ils font le retour à Porto Rico qui ne parlent pas espagnol, c'est extrêmement intéressant. Et ça renvoie aussi à d'autres types de retours qui ont été tentés des décennies plus tôt par des Noirs américains sur le continent africain, au Libéria ou ailleurs, où ils ont été confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes échecs, où ils ont abandonné leur terre d'exil, qui était finalement leur prison à ciel ouvert, les États-Unis, pour revenir sur le continent africain sans être nécessairement préparés au type de lutte en place. Des questions également religieuses, donc le catholicisme aussi, qui pose aussi, je pense, pas mal d'interrogations et de problématiques, justement, dans ce rapport à l'avortement, au LGBT et autres, qui montre toute la dimension subversive du mouvement et en même temps, je dirais, contre-révolutionnaire du mouvement, puisque ce sont justement les communautés latino-américaines qui sont régulièrement sondées par les groupes conservateurs et réactionnaires dès qu'il y a des volontés de lois progressistes sur ce qui est lié à l'IVG ou à d'autres types de pratiques. Et aussi donc, la construction des affinités culturelles. Alors, les Black Panthers, les Noirs américains, de manière générale, ce sont la communauté qui, aux États-Unis, a le plus lutté contre son propre gouvernement, contre son propre système, depuis très longtemps. Ce n'est que très récemment, en fait, qu'on est rentré dans le mythe de l'histoire de l'intégration. La majeure partie de l'histoire des Noirs aux États-Unis, c'est une histoire pour se casser des États-Unis. Ce n'est pas une histoire pour devenir président, ce n'est pas une histoire pour s'intégrer. C'est à partir, justement, du récit et de la lutte pour les droits civiques, donc les années 50, globalement, qu'on rentre dans un autre récit national qui aboutit aujourd'hui, donc avec la situation qu'on connaît, où il y a, je dirais, une élite, une bourgeoisie noire intégrée. Et en même temps, une grande masse qui est mise à l'écart. Il y a également, je pense, un élément important à comprendre aussi dans cette ouverture des Panthers et des milieux noirs en général aux alliances interethniques. C'est la manière dont l'identité noire a été construite, notamment au niveau de New York,
par un personnage qui est extrêmement important, qui s'appelait Arturo Schomburg, qui était d'origine portoricaine, un noir portoricain, né au début du dernier quart du 19e siècle, qui arrive au début des années 1890 à New York, et qui va consacrer en fait toute sa vie à traquer les formes d'héritage de survivance culturelle africaine. Et le centre le plus connu de recherche sur la culture noire à New York, à Harlem, porte son nom, le Schomburg Center. C'est l'un des lieux les plus importants de la mémoire noire, avec le musée de l'histoire afro-américaine et peut-être éventuellement avec le centre Martin Luther King à Atlanta. Donc dès le départ, dès les années 1900, on a un portoricain noir qui a travaillé justement sur cette identité africaine de Porto Rico, qui a décomplexé d'une certaine manière les rapprochements entre portoricains et noirs, qui a rendu possible la possibilité de se revendiquer en tant que portoricain et noir. Et je pense que cet élément-là, celui des affinités culturelles, il est fondamental à avoir à l'esprit pour comprendre ensuite comment justement New York va être le creuset, notamment autour de Harlem, de ces rencontres entre les milieux afro-américains, noirs américains, et les milieux caribéens, notamment afro-caribéens. On a deux situations différentes. Les Caribéens qui arrivent avec une volonté notamment de trouver du travail, donc qui arrivent dans l'idée de s'intégrer, qui arrivent dans cette idée de réussite, et des Noirs américains qui sont opprimés par un système. Et quand on regarde justement la construction de la plupart des mouvements noirs américains dans les années 1910-1920, notamment celui de l'UNIA de Marcus Garvey, ce sont souvent des figures caribéennes qui l'impulsent. Donc Schomburg va jouer un rôle très important. Il a vraiment laissé tout un héritage extrêmement important lié à la culture noire. Ça va être, je dirais, l'élément stratégique de la renaissance de Harlem. Garvey également. Le cas de Garvey est intéressant parce que l'UNIA va avoir la caractéristique de tous ces mouvements noirs américains. C'est-à-dire qu'au départ, l'UNIA est majoritairement composée de femmes. On le sait très peu, mais au départ, ce sont les femmes qui tiennent l'UNIA. Ce sont elles qui construisent le mouvement. Et progressivement, de fil en aiguille, il y aura effectivement des débats, déjà sur cette question du leadership entre les hommes et les femmes, qui vont amener beaucoup de femmes membres de l'UNIA à sortir de l'UNIA et à créer leurs propres organisations. Donc là aussi, ce sont des points qui sont extrêmement intéressants. Le cas le plus célèbre étant bien évidemment la cofondatrice de l'UNIA et première épouse de Marcus Garvey, Amy Eschroud Garvey. La question des affinités culturelles, je pense qu'elle est aussi importante parce qu'elle va être le point de départ d'une sorte de compassion. Une compassion du fait d'une même expérience, d'un vécu de solidarité dans ce quartier de Harlem qui, comme ça a été souligné, va se subdiviser de manière ethnique. Donc on aura différents quartiers, différents blocs qui vont regrouper différentes identités. À une époque où on est aussi dans un processus, je dirais, de rénovation urbaine, donc où les Noirs montent et s'installent à Harlem. Donc ces politiques de rénovation urbaine vont jouer un rôle constamment important tout au long du XXe siècle et vont d'une certaine manière structurer les luttes. De telle manière qu'on va avoir, je le dis souvent, dans le cas des États-Unis, un véritable tribalisme politique. Souvent, on explique que c'est dans les pays africains que l'ethnie est un marqueur politique, etc. Mais quand on regarde justement la manière dont les maires de ces villes, Chicago, New York, etc., traitent les communautés, on voit bien que derrière, il y a du marchandage politique. Et c'est un point, je pense, très important, qui est lié justement à l'inefficacité de ces services sociaux, dont le fonctionnement est, je dirais, parallèle à l'estime que l'on donne aux populations dites administrées. Donc une identité africaine, un rapport à l'histoire et à la culture noire, également, je dirais, des éléments fondateurs de ce qui deviendra dans la seconde moitié du XXe siècle les théories de l'afrocentricité et de l'africana. Il faut savoir que Schomburg, donc un portoricain noir, va être le mentor de la plupart des historiens populaires noirs américains, dont l'un des plus célèbres est John Henry Clark, qui sera, entre guillemets, le conseiller historique de Malcolm X. Donc on voit bien aussi comment se fondent dès cette époque-là les vases communicants intellectuels, les généalogies intellectuelles, et aussi, je dirais, des différentes situations selon les lieux. Donc Claire a effectivement davantage parlé du cas de New York.
Dans le cas de Chicago est aussi extrêmement intéressant parce que cette ville, je pense, a une longue tradition de lutte ouvrière, une longue tradition également d'interethnicité et aussi une grande tradition d'organisation. De Saul Alinsky jusqu'à même Barack Obama qui a été travailleur social dans les années 80, on a vraiment une lignée de figures qui ont fait vivre justement l'activisme social à Chicago. Donc il y aura, je pense, un point très important d'ailleurs qui est souligné dans le livre, c'est la rencontre avec Fred Hampton, qui est souligné par Jiménez. Fred Hampton qui, lui, à l'époque, avait 20-21 ans, donc les Panthers étaient tout aussi jeunes que les Young Lords, on est dans les mêmes générations, nés juste après la Seconde Guerre mondiale, dont certains ont eu des parents qui ont été vétérans de guerre pendant justement la Seconde Guerre mondiale. Donc on a des jeunes qui ont été aussi élevés par des parents qui savaient manier les armes, qui avaient été à la guerre, qui avaient aussi des stratégies à ce niveau-là. Donc c'est aussi des points, je pense, dont il faut tenir compte dans la manière dont les choses se radicalisent. Et donc Fred Hampton était donc la figure éminente donc, du chapitre des Black Panthers à Chicago. Et c'est Fred Hampton qui va notamment apporter tous les outils d'éducation populaire, d'éducation politique, et je pense qu'il va être l'un des éléments déterminants dans la manière dont les Young Lords vont s'inspirer des Panthers. Et dans les extraits, on voit qu'il y a une fascination, il y a une certaine admiration de la part des Young Lords vis-à-vis des Panthers, mais qu'il y a en même temps une volonté de faire autre chose, de ne pas copier totalement, de sortir peut-être de ces postures, de ces positions justement très viriles, très machistes, et de revenir à quelque chose de plus terre à terre. Donc effectivement, le mouvement des Black Panthers, qui s'inscrit dans la continuité du mouvement Black Power, qui a d'autres ramifications, va être beaucoup plus, je dirais, théorisé, beaucoup plus construit, beaucoup plus politisé, beaucoup plus internationaliste également. Donc il y aura une histoire des Black Panthers à Cuba, il y aura une histoire des Black Panthers au Canada, dont on parle très peu mais qui est extrêmement importante, en Afrique, en Algérie, en Guinée, etc. Qui montre aussi, je dirais, un autre aspect de cette internationalisation des luttes. Une question qui se pose aussi dans ces années-là, c'est de savoir avec qui voulons-nous travailler, avec qui voulons-nous faire alliance. Et je pense que la capacité justement des Panthers à créer cette Rainbow Coalition, donc à s'allier donc aux Young Lords, qui devient donc une organisation par la suite, à s'allier également donc avec les Young Patriots, donc pareil, des Blancs, des Appalaches, qui avaient tous subi en fait les mêmes processus de dépossession par justement des politiques de rénovation urbaine qui les chassaient, etc., extrêmement importantes. Alors, je pense que dans ce statut colonial, il faut vraiment faire le parallèle entre le statut colonial et les politiques de rénovation urbaine. La colonisation, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient dans votre quartier, qui vous dit votre maison, vous voyez sur ce plan, elle est là, mais le plan dans 5 ans, elle n'est plus là. Donc on va vous dégager et on va s'installer à votre place. Et on va vous trouver un très bel endroit derrière un grand mur ou derrière une autoroute où vous serez très bien. C'est ça la colonisation interne. C'est de cette manière-là que je pense que les politiques de rénovation urbaine ont d'une certaine manière matérialisé ce sentiment de colonisation interne, de colonie interne. Donc avec qui voulons-nous travailler? Donc la construction des alliances. Là aussi, il y a, je pense, différents points qui me semblent aussi intéressants à regarder. C'est la manière dont sont articulées à la fois l'expérience donc, de l'autodéfense qu'on retrouve chez les Panthers, qui est héritée aussi d'une tradition beaucoup plus ancienne, qui remonte au 19e siècle. Dès le 19e siècle, on avait des comités de vigilance noire qui se formaient pour lutter notamment contre le Ku Klux Klan dans certaines localités. Donc ça va être repris et matérialisé dans le Nord. Et en même temps que cette expérience de l'autodéfense, donc l'objectif de l'autodétermination. Et l'objectif de l'autodétermination, les Panthers l'expliquent, ils ont choisi ce terme-là parce qu'il est moins violent que l'indépendance. Parce qu'ils ont conscience que la communauté noire est divisée, qu'il y a quand même des Noirs qui sont américains et que du coup le terme indépendance est peut-être trop brutal. Donc ils vont mettre eux aussi de l'eau dans le vin. Donc c'est aussi intéressant de voir donc comment toute cette histoire, qui au départ était une histoire de rupture, le séparatisme noir américain, devient, je dirais, une position beaucoup plus dissidente.
et comment cette position dissidente donc, se matérialise effectivement donc, dans des luttes concrètes, dans des luttes quotidiennes, et dans des luttes qui se font véritablement écho, j'insiste dessus, sur la question des politiques urbaines. Quand Claire ou quand les Young Lords racontent que tout est parti de ramasser les poubelles, bon, je pense que c'est important de rappeler que quand Martin Luther King se fait assassiner à Memphis, il est venu à Memphis pour soutenir les éboueurs. Donc on est toujours dans ce lien, je dirais, à une certaine catégorie sociale, à un certain niveau de dignité auquel chacun aspire, et dont une partie de la population, une partie des citoyens est privée du simple fait de ses origines ou de sa localisation géographique. Donc ces éléments-là, je pense qu'ils sont extrêmement importants. L'autodétermination, donc effectivement, donc, le dernier point du programme des Black Panthers, c'est la référence à cette colonie noire, c'est la demande d'un référendum, d'un plébiscite supervisé par l'Organisation des Nations Unies. Donc ça fait bien évidemment aussi écho au mouvement nationaliste portoricain. Donc on a là aussi des éléments extrêmement importants, et d'ailleurs dans les années 20, 30, 40, 50, entre les nationalistes portoricains et les nationalistes afro-américains, il y a, je dirais, beaucoup de va-et-vient. À partir des années 60, la révolution cubaine rajoute, je dirais, un pôle de contestation et surtout une base arrière pour ces différents mouvements. Je pense que par exemple pour les Young Lords, il aurait été sans doute beaucoup plus intéressant d'avoir une bonne expérience cubaine que de partir à Porto Rico. Je pense qu'à Cuba, ils auraient été pris en charge, ils auraient été formés et ils en seraient sortis beaucoup plus aguerris. On peut mettre cela en parallèle avec le séjour de Stokely Carmichael à Cuba, qui est aussi un séjour très, très intéressant. Donc la question de la base de la lutte programmatique, puisqu'on a deux organisations qui ont chacune un programme très simple, en 10 points et 13 points, qui est clair, qui va droit au but, qui est concret, qui vise réellement les problèmes des populations et qui tente d'y apporter, je dirais, des solutions systémiques. Donc il ne s'agit pas de mettre un pansement sur quelque chose, mais il s'agit de trouver par soi-même justement les moyens de s'organiser. Ce qui va effectivement dans un contexte où le système américain est justement dans cette recherche d'expertise. Donc effectivement, il y aura cette idée du gouvernement américain que les pauvres pourraient être les experts de leur pauvreté, puisque de toute manière, ils sont responsables de leur pauvreté. Donc cette approche, je dirais, libérale, néolibérale, ultralibérale, qui se construit déjà dans ces années 60-70 et qui va se renforcer dans les années 80, où justement, il y aura, je dirais, une dépolitisation, une déconstruction de tous ces mouvements, de tous ces mouvements communautaires. La question du racisme aussi, qui va être très, très importante justement dans les rapports entre les Black Panthers et les autres mouvements. Donc les Black Panthers ont toujours dit: nous ne sommes pas un mouvement raciste, notre ennemi c'est le capitalisme, parce que c'est le capitalisme qui produit donc ces inégalités, ces discriminations, le racisme systémique, etc. La question effectivement des luttes des femmes dans ces mouvements-là, qui se pose aussi au niveau des Panthers avec d'autres circonstances, puisque les femmes effectivement dans les Black Panthers étaient largement marginalisées, elles étaient obligées à se viriliser, à se machiser pour exister, et que de fil en aiguille, du fait qu'on élimine les figures éminentes, les leaders, etc., donc les hommes, eh bien, de plus en plus de femmes se retrouvent en avant de ces organisations-là. Et quand on regarde l'histoire des organisations des années 70, de celles qui ont aujourd'hui survécu ou qui se sont reconverties, celles qui ont duré sont celles qui généralement ont été tenues par des femmes. L'organisation de l'unité afro-américaine de Malcolm X, c'était des femmes qui la tenaient, et comme les mouvements garvéistes qui existent, la plupart qui ont duré sont ceux qui se sont reposés sur des femmes, c'est-à-dire des visions qui n'étaient pas sur du court-termisme, mais vraiment sur du long terme. Aussi donc la question donc de la lutte contre le capitalisme, qui inclut aussi, je dirais, le rapport, je dirais, à l'impérialisme, à toute la question de l'industrie militaro-carcérale, qui est en parallèle, je pense, avec une autre industrie militaro-médicale, notamment dans la manière dont ces années-là, dans les années 80, on va
construire justement un discours sur la sécurité, sur la stigmatisation à partir de ces communautés LGBT, sur le sida, les portoricains, les haïtiens. On va faire ce lien entre les épidémies, les pandémies et la sécurité nationale des États-Unis en mettant des lois stigmatisantes pour toutes ces personnes-là et la manière dont ensuite l'impérialisme américain va se déployer à travers l'humanitaire. Dans le cas de la crise Ebola, il y a des liens extrêmement intéressants avec ces questions-là. La question des violences aussi, qui je pense est aussi c'est très importante, parce qu'effectivement dans le récit, dans le mythe, dans le récit mythologisé, que ce soit, enfin en tout cas dans le cas des Black Panthers, ce sont des hommes qui sont tout le temps éliminés, etc. Mais on a quand même beaucoup de récits de femmes qui ont subi des violences, de femmes noires militantes qui ont subi des viols policiers, des choses comme ça on en parle très peu. Et on sait que ce sont des pratiques qui, même encore aujourd'hui, continuent. Donc, dans la manière dont on pense le Black Lives Matter, les questions féministes, etc., je pense que ce sont des points qui devraient être davantage soulignés et développés. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser aujourd'hui de manière, je dirais, synthétique? Premièrement, donc, il y a toujours une situation coloniale de Porto Rico, voilà, qui est très problématique. Il y avait eu un clash au moment du cyclone entre le maire de Porto Rico et Donald Trump. On avait vu la manière dont ça avait été traité comme vraiment des citoyens de seconde ou de troisième catégorie. On a aussi, je dirais, une question latino au niveau des États-Unis qui est extrêmement sensible. Bon, au-delà de la question de l'immigration, du mur avec le Mexique, etc., il y a quand même aussi des tensions réelles intercommunautaires, des tensions qui sont attisées aussi par des déclarations. Là, on focalise sur Trump, mais par exemple, l'ancien président mexicain, Vicente Fox, il avait tenu des propos très négrophobes. Il avait dit que les Noirs aux États-Unis sont des fainéants, que ce sont les Latinos qui font tout le boulot. Enfin, il y a aussi des choses comme ça dont il faut tenir compte. La manière aussi dont ces oppositions se sont construites par le système carcéral. Donc là aussi, on voit bien le rôle que joue la prison dans le cadre justement de l'éducation de Jiménez, qui est passé en prison et qui a été réformé justement par des Black Muslims qui au départ étaient plutôt méfiants à son égard. Ils se disaient mais c'est qui ce gars, est-ce qu'il est vraiment avec nous? Et il y aura un intermédiaire qui permettra donc à Jiménez d'avoir accès à cette littérature-là. Donc la question de la prison comme lieu de formation, comme lieu d'éducation politique, et je pense que ça aussi, ça résonne avec l'actualité, avec la manière dont la problématique des prisons en France est présentée au regard de la grève et de l'idée que les prisonniers vivraient dans des conditions merveilleuses avec un téléphone, internet, une télé, etc. La manière dont on s'organise également en milieu fermé ou milieu semi-ouvert sont des choses qui, je pense, sont extrêmement intéressantes et qui renvoient encore une fois cet imaginaire colonial que représentent les États-Unis et également Porto Rico. La question des élites noires et latines qui sont aujourd'hui, je dirais, qui ont en fait suivi tout le processus d'élitisation au niveau du pouvoir qui avait été théorisé par Charles White Smith, qui montrait comment en fait les élites sont intégrées dans un système dominant, sont ensuite décentralisées à l'intérieur de ce système-là, et une fois qu'elles sont décentralisées, elles deviennent des élites fermées. Donc on voit bien aussi que là aussi il y a des enjeux qui sont extrêmement importants. Il suffit de voir la manière dont la nomination de la première femme comme secrétaire au travail dans un gouvernement qui était Hilda Solis, la secrétaire au travail de Barack Obama, première administration, avait été bloquée. C'est la nomination la plus bloquée de l'administration Obama, justement par les réseaux conservateurs. Ils ont posé énormément de barrières à ce que ce soit une femme d'origine mexicaine et je crois nicaraguayenne qui soit secrétaire au travail, parce que ça renvoyait un message très particulier. Également donc la manière dont justement l'élection de Barack Obama a été interprétée comme la fin d'une problématique raciale, qui n'est absolument pas le cas, et la manière dont à rebours on focalise sur Trump pour rappeler que l'Amérique est redevenue raciste alors qu'elle n'a jamais cessé de l'être. Et que sous Obama, il y avait probablement beaucoup plus de tweets racistes, ou encore autant de tweets racistes qu'aujourd'hui. La question également des révolutions et contre-révolutions spontanées qui me semble aussi importante, parce que tous ces mouvements des années 60-70, notamment les mouvements noirs, ils ont été démantelés, mais ils n'ont pas été que démantelés, ils ont été étudiés.
ils ont été analysés, ils ont été infiltrés, et notamment par les adversaires. Et la stratégie de l'adversaire, c'est toujours de reprendre le modèle d'organisation de ceux qu'on a éliminés. Donc toutes ces organisations, tous ces mouvements spontanés, Tea Party, etc., tout ça, reprennent de manière vicieuse des stratégies d'organisation qui avaient été celles des mouvements noirs dans les années 60-70. Obama lui-même ne s'en est pas caché, il a repris en fait toute la méthodologie de la lutte pour les droits civiques dans le cadre de sa campagne-là. Donc se pose vraiment la question des organisations révolutionnaires, des méthodologies qui sont prises dans le cadre de contre-révolutions qui servent des intérêts totalement opposés. La problématique aussi des minorités raciales de manière plus générale aux États-Unis, dont on doit toujours se rappeler que c'est une problématique internationale. Le problème des minorités raciales aux États-Unis ou le problème des minorités raciales en France, c'est un problème international parce que ce qu'on appelle minorités en France, le monde ne se résume pas à la France et ce sont des majorités à l'échelle du monde. Donc il faudrait que la France, les États-Unis, ces puissances impériales le comprennent, qu'un problème de minorité raciale aux États-Unis, c'est un problème international. Et ça renvoie à ce que Malcolm X disait déjà à l'époque, quand il disait que le problème des Noirs américains, c'est un problème de l'espèce humaine, des droits humains, etc. Donc internationaliser ces enjeux-là pour couper l'herbe sous le pied à ceux qui disent « mais regardez, c'est les Américains qui sont racistes, ici il n'y a pas de racisme, tout va bien ». Et enfin, je pense la question des imaginaires et de la réalité des organisations ou de nos organisations. La question des imaginaires, elle est, je pense, très importante parce qu'on est dans une période où on ressort justement les exemples de ces luttes des années 60-70. On les ressort pour s'en inspirer. Et je pense que les imaginaires, on ne doit s'en inspirer que réellement pour affronter les réalités. C'est vraiment, je pense, ce qu'il faut retenir des Young Lords. On a suffisamment d'imaginaires, on a suffisamment, je dirais, de théories. Cabral le disait il y a déjà 50 ans à l'ouverture de la tricontinentale, on a toutes les expériences théoriques possibles. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, je pense, réellement travailler dans le dur, c'est la question des méthodologies. La question des théories, pour moi, elle est réglée. Fanon a répondu à énormément de questions. Cabral, Malcolm X, tout est réglé. Quand on lit toute l'imagination, tous les projets, tout ce qu'ont réalisé les Young Lords alors qu'ils avaient 20 ans, qu'ils n'avaient pas tous les outils technologiques dont on dispose, je pense qu'aujourd'hui, on va vraiment se poser la question de nos méthodologies de lutte, de nos interactions, de nos participativités et surtout, je pense vraiment du type d'organisation que l'on peut, je dirais, déployer de manière intelligente et pertinente. Voilà, je vais m'arrêter.